bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mercredi 22 mai. Voici les titres. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques était en déplacement hier dans les Yvelines. Amélie Oudéa-Castéra s'est rendue au dôme de Saint-Germain-en-Laye pour assister à l'entraînement du paranageur Alex Portal. Une visite pour réaffirmer le soutien du gouvernement aux athlètes à l'approche des JO de Paris 2024. C'est un lieu unique de recherche et d'innovation qui verra le jour en 2025. Le X-Campus de Saint-Germain-en-Laye a été inauguré il y a quelques jours en présence de nombreuses personnalités politiques. La particularité du site qui ouvrira à la rentrée 2025 regroupait à la fois le monde étudiant et celui de l'entreprise. Et puis, toute la semaine, direction le Festival de Cannes sur TV78. Ce soir, coup de projecteur sur les exploitants de salles qui sont nombreux à descendre sur la croisette pour préparer leur programmation. Nos équipes ont suivi Luc Bocan, exploitant du cinéma 7 d'Elancourt. Enfin, du cinéma, il en sera question également dans l'invité du 7-8. Avec 171 000 emplois et plus de 7 700 entreprises, le cinéma est un secteur porteur en Île-de-France. La région accompagne d'ailleurs le 7e art au travers de plusieurs dispositifs d'aide à la création. Cette année au Festival de Cannes, 20 films présentés ont été soutenus par la région, dont 12 en compétition officielle. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission. Voilà pour le programme. Tout de suite, l'actualité dans les Yvelines aujourd'hui. Et c'est avec vous, Michael Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. On commence ces informations du jour avec une polémique. Un projet loin de faire l'unanimité, 10 à 15 détenus de la prison de Toul, située en Meurthe-et-Moselle, vont faire 350 km pour visiter le château de Versailles et pique-niquer dans ses jardins le 27 juin prochain. Ils seront encadrés sur 350 km par 3 accompagnateurs. Le projet développé par le centre de détention de Toul est vivement critiqué par les syndicats de police. Je suis très surpris, enfin nous le sommes tous, dans le sens où les citoyens, les Français, Françaises payent des impôts et vont payer pour que ces détenus puissent visiter le château de Versailles, alors qu'il n'y a aucun motif au niveau de la réinsertion à cette visite. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, c'est scandaleux, c'est honteux. Et il faudrait que certains dirigeants descendent de leur tour d'ivoire parce que la politique de fermeté promise n'est pas au rendez-vous. Les forces de l'ordre ont bon espoir de voir cette sortie annulée. On va parler d'une petite révolution dans le monde des transports, Michael. Oui, Gabriel, après les terminaux Android en octobre 2022, la marque Apple et Île-de-France Mobilité ont lancé le Pass Navigo sur iPhone et Apple Watch. Les usagers peuvent donc se passer de leur titre de transport physique et franchir les portiques à l'aide de leur terminal mobile ou montre connectée en validant directement sur les bornes. Pour en profiter, pensez à mettre à jour l'application d'Île-de-France Mobilité. À la ferme de Grignon, aujourd'hui, se sont rassemblés des acteurs du monde de l'agriculture. Les journées de l'innovation agricole, c'est leur nom, et elles se tenaient à la ferme de Grignon, à Thiverval-Grignon, un salon dans une ferme pour réfléchir et promouvoir l'innovation pour une agriculture durable et de transition écologique et énergétique. Une journée organisée par AgroParisTech, Corteva AgriScience et GRDF et parrainée par l'ancien ministre Julien Denormandie. Près de 40 startups ont répondu présentes. Un hommage à Charles Aznavour, dont le 22 mai est une date anniversaire. Celle de sa naissance, le chanteur aurait eu 100 ans aujourd'hui. À cette occasion, la Poste a sorti un timbre collection à son effigie réalisé par l'artiste Com Nguyen. La photo a été choisie par la famille de Charles Aznavour, décédé en 2018. L'acteur est enterré au cimetière de Montfort-l'Amaury. Il a vécu dans le département à la fin des années 1960. On va maintenant parler du Festival de Cannes. Michael, la flamme olympique a monté les marches et une Yvelinoise était présente. L'athlète handisport Marie Patouillet a monté les marches ce mardi 21 mai. La Versaillaise, spécialisée dans le cyclisme sur piste, a accompagné le président de Paris 2024 Tony Estanguet, l'ancienne athlète Marie-Josée Pérec ou encore l'ancien boxeur Brahim Asloum. Marie Patouillet devrait être sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pendant les Jeux paralympiques de Paris. Merci Mickaël pour toutes ces informations. À Saint-Germain-en-Laye, il y a quelques jours, le X-Campus était inauguré en présence de nombreuses personnalités politiques. L'objectif de ce nouvel établissement, créer à la fois un lieu de formation, de recherche, mais aussi de développement pour la création d'entreprises. Le reportage de la rédaction.
C'est une première pierre symbolique. Le X-Campus de Saint-Germain-en-Laye a été inauguré le 17 mai dernier. L'objectif de ce site universitaire incubateur de talents, créer un lieu hybride où se rencontrent et collaborent le monde étudiant et celui de l'entreprise. Ce qui le rend unique, c'est effectivement qu'on est sur un campus qui a à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs et des industriels et un programme d'incubation vraiment original qui met à disposition des plateaux techniques avec les meilleurs équipements dans le domaine de la photonique et du quantique qui permet à des startups finalement de naître sur notre territoire. En accompagnant ces projets et ces talents, le but est de faire s'implanter durablement les entreprises dans le département. C'est un lieu pour nous stratégique parce que le combat du département des Yvelines, c'est d'empêcher qu'on devienne un département dortoir. On veut avoir de l'activité dans les Yvelines. Il faut que nous soyons un département où par la recherche, par l'enseignement, par le savoir, on puisse développer une activité économique. Les Yvelines se sont fait leur place parce que Saint-Germain-en-Laye a décidé, en lien avec l'université de Cergy-Pontoise, de devenir une grande ville universitaire. Ça va être un très bel endroit et un vrai campus universitaire qui se crée ici. Les travaux pris en charge par la société privée Bouygues devraient s'achever d'ici 18 mois. La livraison des premiers bâtiments est prévue pour la rentrée universitaire 2025. Près de 1000 étudiants et tout autant de chercheurs, d'ingénieurs ou de techniciens sont attendus sur le site. Je vous en parlais en titre. Hier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, était en déplacement dans les Yvelines. Elle s'est rendue à la piscine Le Dôme de Saint-Germain-en-Laye pour encourager les nageurs paralympiques. À 100 jours du début des épreuves, Patrick Jacques de Dixmude et William Morel. J-100 avant l'ouverture des Jeux paralympiques. C'est à cette occasion que, sous la pluie, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est allée à la rencontre des nageurs dans la piscine Le Dôme de Saint-Germain-en-Laye. Lors de sa visite, la ministre a assisté à l'entraînement du nageur Alex Portal, qualifié pour les Jeux, et de son frère Kylian. Ceux qui ne connaissent pas, on les encourage à venir découvrir et en plus avec l'ambiance des Jeux à la maison encore, ça va être exceptionnel et en tout cas nous athlètes on va tout faire pour que ce le soit. Pour ramener des médailles et rendre fiers les Français, les nageurs suivent un programme d'entraînement rigoureux. Tous les matins ils plongent à 6h30 jusqu'à 8h30. Sauf le mercredi matin et le soir, ils plongent à 16h jusqu'à 18h et ils ont 3 séances de préparation physique. 47 athlètes paralympiques sont déjà qualifiés sur les quelques 240 que vise la délégation française. L'objectif cette année, doubler le nombre de médailles d'or par rapport aux 11 obtenues lors des Jeux de Tokyo en 2021. Pour atteindre ces objectifs qui sont ambitieux, nous, on est à leur côté. On a multiplié par 4 les soutiens financiers au mouvement paralympique depuis 2017. Puis moi, mon autre objectif, c'est aussi qu'on arrive à donner au parasport une visibilité sans précédent. Donc c'est le sens de l'engagement de France Télévisions avec les 300 heures de diffusion. On progresse parce que ça va être x10 par rapport aux Jeux de Londres, ça va être x3 par rapport aux Jeux de Tokyo. Sur les 2,8 millions de billets disponibles, environ 930 000 sont déjà vendus. Le comité d'organisation des Jeux espère écouler les derniers billets avant le coup d'envoi des épreuves paralympiques le 28 août prochain. Jusqu'au 23 juin prochain, le Grand Trianon de Versailles propose aux visiteurs une exposition unique dédiée aux soieries impériales. Jamais exposées, ces étoffes témoignent de toute une partie de l'histoire de l'Empire, de son apogée jusqu'à sa chute. Regardez. Pour la toute première fois de son histoire, le Grand Trianon accueille une exposition unique, intimement liée à l'héritage de l'Empire napoléonien. Bonjour, Noémie Vinsart, co-commissaire de l'exposition Soieries impériales pour Versailles, collection du Mobilier National. Bienvenue, suivez-moi. C'est ici, dans le petit palais de marbre du Trianon, qu'est exposée l'une des plus grandes commandes de soieries réalisées par Napoléon Bonaparte au début des années 1800. Après la Révolution française, c'est tout le bassin lyonnais qui a énormément souffert du manque de commandes. Et donc, les soyeux lyonnais vont apostropher le jeune général Bonaparte qui part en Italie pour lui demander des commandes. Entre 1804 et 1811, plus d'une centaine d'étoffes vont être réalisées. L'objectif, relancer l'économie et faire rayonner le savoir-faire français à travers le monde. C'était un plan de relance économique à la ville de Lyon, mais Napoléon souhaitait aussi que les cours étrangères s'approvisionnent à Lyon et que ces soieries pour Versailles deviennent une vitrine du savoir-faire français, une vitrine pour la France.
Au total, c'est plus de 80 km de soieries qui vont être réalisées par de prestigieuses maisons. Si les traditionnels emblèmes de l'Empire sont présents, l'originalité inattendue des couleurs et des motifs retenus témoigne du goût sous le Second Empire. Nous avons souhaité mettre en valeur ces soieries qui sont de véritables surprises, puisque en réalité, quand on pense aux étoffes pour Napoléon, on a souvent en tête des vers ou des cramoisis rouges, des choses assez tristes, alors qu'en réalité, vous le voyez ici avec cet ensemble extraordinaire pour la chambre à coucher de Napoléon, à l'époque, on aime les couleurs. Ça, c'est quelque chose qui dénote la richesse d'une étoffe, un nombre de couleurs extraordinaires, et puis ces bouquets de fleurs. En fait, dans cette commande de 1811, c'est vraiment le triomphe des fleurs. Malheureusement pour l'empereur, personne n'admira ces soieries. En 1804, la France est envahie et l'Empire s'écroule. Les étoffes vont alors être conservées au garde-meubles, l'actuel mobilier national. Cependant, elles marqueront tout de même l'histoire en devenant des vêtements liturgiques sous la monarchie de Juillet et le Second Empire ou des retissages dans les appartements de l'empereur dans les années 1960. Comme tous les mercredis, des réalisateurs yvelinois vous font découvrir des films qui ont été tournés dans le département. Ce soir, Thomas Salazar nous parle du film Babysitting, réalisé par Philippe Lachaud et tourné en partie à Saint-Germain-en-Laye. Vous connaissez peut-être la Bande à Fifi, le groupe d'humoristes qui s'est fait connaître sur Canal+, et qui aujourd'hui au cinéma, à chaque film, font plus de 2 millions d'entrées. Si vous connaissez bien le groupe, alors vous connaissez leur premier film, le premier film réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Benamou, qui s'appelle Babysitting. Et bien Babysitting s'est tourné en grande partie à Saint-Germain-en-Laye. Babysitting raconte l'histoire de Franck, interprété par Philippe Lachaud, qui va devoir malencontreusement garder le fils de son patron pour une soirée. Mais pas de chance, ça tombe pile poil le jour de son anniversaire, alors ses potes vont venir lui faire une petite surprise. Le film se passe en très grande partie dans la ville de Saint-Germain-en-Laye, puisque c'est là où habite le patron, interprété par Gérard Jugnot dans le film. C'est là qu'on peut voir les très grandes maisons de la ville, mais aussi une superbe scène en hommage au jeu vidéo Mario Kart sur les routes du camp des loges. Et bien sûr, l'apothéose, la scène à la fête des loges, notamment avec une scène dans un grand manège qui fait tout le tour, et puis les têtes de nos comédiens assez effrayées, parce qu'il faut savoir qu'ils sont vraiment montés dans le manège, et effectivement ça retourne un petit peu l'estomac. On continue notre série de reportages sur Cannes. Ce soir, coup de projecteur sur les exploitants de salles. Plusieurs Yvelinois sont sur la croisette pendant le festival du film international pour assister à des projections. C'est le cas du directeur du Ciné7 d'Elancourt, Luc Bocan. Un reportage de Michael Almidoro, Grégory Canalé et Thomas Fletcher. Il est descendu sur Cannes pendant 6 jours. Luc Bocan, le directeur et programmateur du Ciné7 d'Elancourt, est venu assister au 77e Festival international du film. Habitué à participer à cet événement depuis une vingtaine d'années, il ne vient pas pour les strass et les paillettes, mais bien pour travailler. Je suis surtout venu pour voir des films, pour pouvoir ensuite les programmer dans les salles dont je m'occupe, à Elancourt notamment, principalement, mais aussi le cinéma des Clés, dont je m'occupe au niveau de la programmation depuis une dizaine d'années. Au total, cette année, Luc Bocan a vu une vingtaine de films pendant ses 6 jours sur place à Cannes. Le programmateur a assisté parfois à 4 projections par jour. Bon, c'est assez dense, c'est fatigant, mais bon, je vais pas pleurer, c'est formidable de pouvoir voir des films comme ça au soleil, enfin en sortant en tout cas avec le soleil. C'est un marathon, voilà, mais c'est super agréable, quand on adore le cinéma, il n'y a aucun problème. Donc j'ai vu des choses très bien, des choses un peu moins bien. J'ai surtout vu beaucoup de premiers films, et ça c'est vachement encourageant, notamment des premiers films français. Une fois rentré dans les Yvelines à Elancourt, Luc Bocan va témoigner des films qu'il a vus sur place, des films qu'il devrait projeter sur les 3 écrans de son cinéma à Raessé. Effectivement, il y a un certain nombre de films que je vais annoncer comme des films étant visibles en sortie nationale, si je peux, si j'y arrive, via la négociation avec les distributeurs, au Ciné7. Donc ils pourront voir, et effectivement je vais les informer de la teneur de ces films, des histoires, des synopsis, etc. de façon à leur donner envie de venir les voir. Luc Bocan espère revenir l'année prochaine pour la 78e édition, lui qui programme le cinéma français et international dans le 78. Allez, dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, jetons un coup d'œil à la météo de demain.
Et le temps sera couvert demain dans la matinée avec des nuages sur l'intégralité du département. Du côté des températures, comptez 13 degrés à Rambouillet et Houdan, 14 degrés du côté de Mantes-la-Jolie et Versailles. Et l'après-midi, même tendance avec des nuages qui persistent. Soyez vigilants sur toute la moitié ouest du département où des orages sont prévus. Les températures, elles, seront comprises entre 18 et 20 degrés. Et demain, jeudi 23 mai, nous fêterons les Didier. Tout de suite, l'invité du 7-8. Du cinéma ce soir dans l'invité du 7-8 car il s'agit d'un secteur porteur en Ile-de-France. Cette année au Festival de Cannes, 20 films présentés ont été soutenus par la région. Parmi eux, 12 en compétition officielle. Grégory Canalé a rencontré il y a quelques jours sur la Croisette Florence Portelli, vice-présidente de la région en charge de la culture. La région Île-de-France présente une nouvelle fois cette année pour le Festival de Cannes 20 films en tout soutenus par la région, sont présents dans les différentes sections de ce 77e Festival de Cannes. On va parler de ce soutien de la région Île-de-France avec vous, Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la région en charge de la culture, du patrimoine et de la création, également maire de Taverny dans le Val d'Oise. Alors, un chiffre à donner, c'est 25 millions d'euros. C'est le budget annuel moyen qui est mis sur la table par la région pour soutenir le cinéma. Pourquoi c'est important justement de soutenir le cinéma ? On précise que c'est un soutien qui est régulier, qui n'a pas baissé sur ces dernières années. Pourquoi le soutien est important pour la région ? Bon, alors déjà pour des questions de création, on a une production cinématographique extraordinaire sur le plan artistique. On a énormément de chance parce que les films que nous promouvons sont aussi parfois récompensés à Venise, à Berlin, lors des Oscars. Donc c'est vrai que pour nous c'est une vraie chance. Je pense d'ailleurs par exemple à Anatomie d'une chute. Alors c'était pas la région Île-de-France, mais pour donner l'exemple d'un film français qui a rayonné à l'international. Donc nous-mêmes, nous en avons soutenu qui ont eu une belle carrière. Donc c'est important de montrer à quel point la France est une exception culturelle, productrice de talents, d'émergence aussi, et qui fait rayonner notre pays à l'international. Et puis c'est aussi un facteur d'emploi. Il y a pas loin de 200 000 emplois sur la région Île-de-France qui sont directement liés au cinéma. Et c'est une source d'attractivité extraordinaire. Et puis après, je vous dirais aussi que dans un monde très fracturé et dans une société qui ne se porte peut-être pas très bien, rêver avec un film peut être important. Parfois aussi pour un jeune, aller voir un film parce qu'on fait énormément d'éducation artistique et culturelle. Il y a aussi un travail pour attirer les jeunes au cinéma, les lycéens. Ça peut changer une vie de voir un film. Et on précise d'ailleurs que la région Île-de-France, c'est la première région en termes de soutien cinématographique en France. J'imagine aussi que c'est une fierté de les voir auréolés, mis à l'honneur sur cette 77e édition. On peut citer Emilia Pérez, le dernier Jacques Audiard, qui est en compétition sur la sélection officielle. Ce soir, donc samedi, en compétition officielle, qui est une comédie musicale. Je crois que c'est une première en plus pour Jacques Audiard, avec notamment Selena Gomez. Et bon, alors c'était pas la première fois que la région soutient Jacques Audiard. Et c'est vrai que c'est un réalisateur incroyable. Et pour nous, c'est une fierté, puis ça fait quelque chose quand on voit à Cannes, salué par la communauté du cinéma au niveau international, par la presse internationale, des films français comme celui-ci. Ça fait plaisir. Comment la région les sélectionne ? Sur quels critères vous choisissez les films que vous allez soutenir ? Alors, c'est des critères qu'on essaye de faire que Valérie Pécresse soit les plus objectifs possibles, puisque pour le fonds de soutien au cinéma, il y a des comités qui se réunissent, qui sont il y en a 3, c'est par rapport au montant des films, par rapport au coût des films. Et il y a parité entre élus de bords différents et professionnels du cinéma pour que vraiment le regard soit le plus objectif possible. Élus parce que tout simplement ça permet que les représentants du peuple puissent aussi apporter leur regard, si c'est des gens qui ont une appétence particulière pour le cinéma. Et puis les professionnels du cinéma parce que ce sont de facto les professionnels et ils ont un regard aussi plus critique et plus affirmé peut-être sur le cinéma. Donc c'est un bon système qui permet de faire émerger des films à la fois d'auteurs, mais aussi parfois des films populaires, voire les deux. Je vous donne l'exemple de Simone Veil, qui avait été soutenue par la région, qui a été à la fois une rencontre avec un public, même un public parfois de jeunes, et en même temps un succès critique.
Et c'est un soutien sur les différentes étapes de la création, au travers de dispositifs. Tout à fait. Quels exemples de dispositifs On a des aides à l'écriture de scénario, on a des aides à la réalisation, après réalisation, des aides à la diffusion. Enfin oui, c'est extrêmement vaste. Et puis Valérie Pécresse s'est engagée il y a quelques années à Cannes à créer un fonds de soutien international. Elle l'a fait. Donc chaque année, on donne plus d'1,5 million au fonds de soutien international. Et ça permet aussi de rayonner, mais toujours de concentrer des grandes productions en Ile-de-France, toujours dans ce souci aussi de faire rayonner notre région sur le plan touristique, culturel et économique. C'est important de dire que ça attire les réalisateurs français, mais les réalisateurs aussi internationaux. Il y a de très beaux lieux de tournage aussi en Ile-de-France. Ah oui, on a la chance d'avoir une région magnifique. Alors évidemment, on pense toujours à Paris, mais il n'y a pas très longtemps, j'étais en visite à Vaux-le-Vicomte, où les propriétaires me disaient qu'ils avaient eu de nombreux tournages, mais également sur de nombreux sites franciliens et également de notre grande couronne. Ce n'est pas que la petite couronne et Paris. La Grande Couronne regorge aussi de joyaux patrimoniaux. Alors cette 77e édition est marquée aussi par une nouvelle vague MeToo de dénonciation des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, portée notamment par la comédienne Judith Godrèche. Comment la région est-elle vigilante justement sur ce sujet ? Alors, nous l'étions déjà, mais nous allons essayer d'être encore plus vigilants. Alors, nous sommes en train de travailler justement sur conditionnement de nos aides par rapport justement à cette exigence en matière de prévention sur les tournages. Et nous avons aujourd'hui deux gros dossiers sur la table. Conditionner nos aides à cela. Et également conditionner nos aides au respect des règles éthiques et juridiques et du droit du travail en matière d'intelligence artificielle. C'est les deux gros chantiers sur lesquels nous nous penchons en ce moment. Je crois que vous avez des rencontres notamment sur l'intelligence artificielle. Ce matin. Mais sur les violences sexistes et sexuelles, il y a beaucoup de retard qui a été pris. Pas simplement d'ailleurs les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la gestion des mineurs sur un tournage, la protection des mineurs. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on est très attentif, et je dirais aussi très attentive avec Valérie Pécresse. Moi, en tant que femme, c'est évidemment des sujets qui me touchent énormément. Je soutiens totalement le combat de Judith Godrèche. Je pense que d'ailleurs le cinéma a encore beaucoup de chemin à faire. Et il y a des positions qui sont les siennes que je rejoins totalement. Et en tant que collectivité qui soutient le cinéma, vous avez porté quel regard sur l'intelligence artificielle justement ? Est-ce que comment vous voyez l'évolution, et notamment dans le milieu cinématographique ? Alors, on ne peut pas lutter contre son temps. D'ailleurs, ce serait idiot. L'intelligence artificielle, elle est là. En revanche, ce qui est choquant, c'est que la France est très en retard pour des raisons qui ne sont pas forcément nobles. Beaucoup d'incointance entre le président Macron et certains lobbies en matière d'intelligence artificielle. Et du coup, on n'est pas allé très loin sur la protection du droit d'auteur, sur la réflexion à avoir pour connaître justement ce qui a alimenté l'intelligence artificielle, d'où venait le fond finalement d'œuvres ou le fonds intellectuel ou de ressources qui a permis d'alimenter l'intelligence artificielle, sa traçabilité, le fait aussi que tout le monde n'a pas accès de manière équitable aux mêmes outils en matière d'intelligence artificielle. Donc voilà, tout cela, ça pose évidemment énormément de questions. La question aussi de est-ce qu'on peut soutenir un film qui a été créé en grande partie avec de l'intelligence non humaine ? À mon avis, bien évidemment non. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'aujourd'hui nous devons traiter rapidement. Parce que le progrès technologique et technique est galopant, va extrêmement vite, alors que la réflexion en termes de réglementation et de législation dans notre pays est abominablement lente. Et moi, ce que je voudrais également, c'est que la réflexion que nous portons soit portée à l'échelle francophone. C'est-à-dire pas simplement sur le bassin européen, mais à l'échelle internationale. Parce que face au lobby chinois et américain, le lobby de la francophonie doit être aussi un lobby utile, puissant et actif pour des raisons de revendication de notre exception culturelle. Présence de la région Île-de-France chaque année ici à Cannes. Là, on est au village international où l'Île-de-France a son propre stand. C'est quoi vos journées à Cannes ? Elles ressemblent à quoi ? On imagine différents rendez-vous pendant la croisette ? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'aller voir des films, parce que je suis très cinéphile, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on peut découvrir des films en avant-première, rencontrer les acteurs du cinéma, mais j'allais dire, on n'est pas là pour boire des cocktails et faire la fête. Ce matin, je trouvais extrêmement utile de rencontrer des professionnels du cinéma pour parler justement d'intelligence artificielle. Donc voilà, le but du jeu ici, comme tout le monde est concentré sur une semaine à Cannes, c'est d'avancer sur le dossier, de rencontrer un maximum de monde. On a aussi rencontré la FICAM. Là, on vient d'avoir une réunion sur des studios de cinéma. L'idée, c'est d'avancer encore plus vite. Alors évidemment, le cadre est très plaisant, le ciel est bleu, la mer est belle, donc ça ne gâche rien, mais on est là pour travailler.
Et une dernière question, on sait que le secteur du cinéma a traversé là quelques années difficiles. Quelles sont les perspectives pour vous ? Pour le moment, le cinéma se porte bien. Il va falloir veiller à ce qu'il se porte toujours bien. Il y a un rapport qui doit être rendu par l'Inspection générale des finances, notamment en matière de crédit d'impôt. Donc nous allons être extrêmement vigilants aux conclusions qui vont être rendues. Emmanuel Macron a un problème de dépenses publiques. On espère que la culture n'en fera pas les frais. Merci beaucoup Florence Portelli d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de la culture, du patrimoine et de la création. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Demain à l'information, vous retrouverez Grégory Canalé. En attendant, très belle soirée sur TV78.